On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine, à l'émission, Romain Martini nous explique bien simplement comment fonctionne la science. Valérie Laflamme-Caron, elle a lu une pièce de théâtre sur l'abolition de la prostitution. Et Jean-Christophe Jasmin discute avec nous du fameux passeport vaccinal appliqué dans les lieux de culte. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, en compagnie du lumineux James Langlois. Bonjour James. Ça, c'est parce que vous ne voyez pas dans le fond de mon cœur. Où règnent les ténèbres. En tout cas, souvent, mais souvent. Quand Dieu est pas là. Ouais, c'est ça. Mais là, extérieurement, c'est lumineux parce qu'on a des nouveaux éclairages en studio. Puis on a des gens lumineux aussi autour de la table. Ben ça oui. flash. Valérie, salut. Salut! Top shape? Oui, mon nom c'est pas La Flamme pour rien. Ah, très fort, très fort. Mais le maître des jeux de mots, aujourd'hui, désolé, tu vas être détrôné. Valérie, c'est Romain Martini. Bonjour, Romain. Salut Antoine. Tout feu, tout flamme aussi. Oh oui, tu me mets de la pression là par contre. Ouais, ben là, on attend rien de moins que 3 jeux de mots dans ta chronique aujourd'hui sur la science. Ah, ok, je vais essayer de faire de mon mieux là. Ouais, on t'attend avec une brique et un fanal, mais surtout un fanal pour la lumière. Justement. Moi, je pensais que tu m'attendais avec impatience, mais comme je vois personne à côté de toi, j'en déduis qu'il est pas venu. Oh! Tu parles de qui, là? On va te donner une deuxième chance durant ta chronique tantôt. Ouf! Valérie, toi, tu nous parles de quoi? Je vais parler de la bouleversante pièce La paix des femmes, écrite par Véronique Côté. À défaut de la voir, j'ai pu la lire. Ah, bon, ben on va t'écouter avec attention. Ça sera en deuxième partie d'émission. Et à la toute fin, on reçoit un nouvel invité, un nouvel ami. Tiens, Jean-Christophe. Un nouvel ami. Je suis content de me faire des nouveaux amis. Nous autres aussi. On t'a connu, entre autres, là, une première collaboration. T'as produit un texte sur Kanye West pour Le Verbe il y a quelques semaines de ça. Et là, tu récidives cette fois-ci avec un papier sur le passeport vaccinal dans les lieux de culte. Et t'es venu jusqu'à Québec pour nous en parler. Exactement. J'ai fait mon pèlerinage jusqu'à Québec pour voir justement ce lieu mythique du Verbe. Et donc, je suis heureux. Vraiment, c'est au-delà de toutes mes attentes. Aïe là là! Formidable. Ben, bienvenue chez nous et on a très hâte de t'entendre aussi en fin d'émission. Parlant de nouveaux amis, on a Pierre de France qui nous a découvert par hasard sur Internet. Pierre de France, c'est pas parent avec Cécile de France. Là. C'est pas son nom. Non, mais c'est parce que je connais son origine. C'est Pierre L. de France. Okay. Je connais pas son nom de famille. C'est ça. Alors, continue, excuse-moi. Mais bref, Pierre a découvert notre site par hasard sur Internet. Il s'informait, cherchait du contenu québécois. Puis, il a découvert notre émission de radio. Il dit que maintenant, On n'est pas du monde est devenu une de ses écoutes quasi quotidiennes. Alors, merci à Pierre et merci à tous nos auditeurs de France, peut-être qui nous écoutent. On sait qu'on en a quelques-uns quand même. Ben ouais, des amis de Romain, peut-être aussi. Hein. Des compatriotes. Combien de fois ces derniers mois a-t-on entendu des phrases là, qui disaient qu'il faut suivre la science, qu'on doit écouter la science avec un S majuscule quasiment. Là. On en est même arrivé à ce point un peu absurde où on plaçait certains scientifiques du côté de la science et d'autres du côté du déni de la science. Pourtant, bien malin, celui qui, parmi les faiseurs d'opinion là, bien connus, pourrait nous expliquer ce qu'est au juste la science. On n'est pas du monde. Par contre, on a la chance d'avoir avec nous un chroniqueur scientifique de renom et très, très solide, diplômé en chimie même, c'est pas rien. Romain Martini, salut. Salut. Alors, je suis pas de renom par contre parce que je suis né à Nancy en France. Nancy. Chroniqueur de Nancy de renom. Non de renom. Donc, c'est le premier jeu de mots. Là, ouais, alors... T'as accepté celui-là, oui. Oui, il est accepté, mais t'es proche de ton quota. Là, alors, permets-moi de commencer avec une question un peu raide. Vas-y. Romain, est-ce qu'il faut croire en la science, selon toi? Alors en fait, là je dirais qu'en fait que c'est la question qui est mal posée, parce que justement la science n'est pas basée sur une croyance comme le serait la foi. Puis comme tu le disais justement, il y a en fait j'ai remarqué qu'il y a deux attitudes extrêmes qui se développent de plus en plus face à la science. Il y a une polarisation qui est en train de se créer
dans la société par rapport à la science. On voit de la polarisation surtout, notamment sur la politique, mais là, ça se transpose par rapport à la science. D'un côté, il y en a qui vont l'ériger en nouvelle religion, comme tu dis, le fameux « je crois en la science ». En fait, c'est la question qui est mal posée, plus que la réponse. C'est comme en philo. Hein. C'est la question plus que la réponse qui est intéressante. On pourrait même parler des fois de scientistes, mais à l'inverse, il y a d'autres personnes qui vont rejeter complètement la science, qui vont dire, notamment depuis le début de la pandémie, il y a tellement eu de contradictions, j'ai tellement entendu tout et son contraire, je ne crois plus en la science. Alors, et il y a même du coup les scientifiques, finalement les scientifiques ne savent rien, ou la fameuse phrase, en tout cas en France elle est très célèbre, oui, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche, c'est ce genre de critique qu'on entend souvent. Fait qu'il y a un peu ces deux extrêmes. Oui, merci, oui, ça fait merci. Même, pour le valider. C'est pas pire. Il n'est pas de moi, mais je vais citer mes sources là. Tiens, universitaire, enfin, j'ai fait des études à la maîtrise, fallait citer ces sources là. Mais voilà, fait que je me suis demandé pourquoi il y avait ces deux attitudes très contradictoires par rapport à la science, d'un côté ce scientisme et de l'autre côté ces critiques assez intenses. Et pour trouver la réponse, peut-être qu'on doit se demander, je vais essayer de poser une bonne question cette fois-ci, là. Voilà. Comment ça se construit le savoir scientifique, Romain? Alors je te remercie pour ta question. Je me souviens quand j'ai fait ma présentation de stage à la fin de ma maîtrise, mon prof m'avait dit, quand on te pose une question, commence par dire c'est une excellente question. La personne qui te la pose va être très contente et ça va te laisser 2 secondes de plus pour réfléchir à la réponse. Alors justement, je pense que ce qui a manqué là-dedans, il y a manqué dans les médias d'explications sur la construction du savoir scientifique et du rôle de la science. Parce que le savoir scientifique se construit. Alors peut-être que ça va en choquer plus d'un. Moi, ça m'a choqué quand je l'ai appris. Moi, j'imaginais que les scientifiques découvraient la nature d'un seul coup et avaient des intuitions de génie. Il y en a qui ont de bonnes intuitions, mais on se construit toujours par rapport à ceux qui nous ont précédés, sur un savoir préexistant qui a ses avantages et ses inconvénients. Et pour élaborer un nouveau savoir, c'est pas un scientifique qui dit « j'ai trouvé la vérité, voici ce que c'est, merci, bonsoir ». C'est une brique de plus à un édifice qui a déjà des bases, qui a déjà d'autres briques qui le précèdent. Exactement. Et surtout, la prise de décision, c'est pas un scientifique qui va l'imposer à d'autres. En fait, le nouveau savoir construit va devenir en fait officiellement un savoir. Là, c'est comme un pré-savoir. Ce qui a été inventé ou découvert va devenir un savoir suite à la confrontation avec d'autres scientifiques du domaine qui ont à peu près le même niveau d'expertise, parce qu'on peut être très bon en chimie mais très mauvais en biologie, parce qu'on est expert en chimie, qu'on va pouvoir se prononcer sur des enjeux de biologie. Donc, quand un scientifique s'exprime, il faut vérifier s'il parle bien de son domaine de compétences. Si tu me demandes de parler d'histoire de l'art, par exemple, je vais probablement pas être très, très bon, tu vois. Ça pourrait être drôle, par contre. Ça pourrait être drôle. Bon. Donc, le savoir se construit suite à... Et le mot confrontation n'est pas à penser en termes de combat, mais on peut dire de discussion, de débat entre scientifiques du domaine. Et ces débats peuvent être assez intenses. Moi, avant de commencer à faire de la recherche, je pensais, bon, ok, il y a des petits débats, ils vont discuter, ils vont amener des arguments rationnels et ils vont se mettre d'accord, la raison va l'emporter. Et j'ai déjà été dans un lab, je ne dirais pas dans quelle université en France, j'avais fait un stage de recherche et là, il y avait une réunion d'équipe et il y a quelqu'un qui disait, ouais, le nouvel article qu'on va publier, c'est embêtant, il vient contredire ce qui est déjà établi. Et là, le directeur de recherche, donc on parle de quelqu'un qui a un doctorat, très réfléchi, etc., qui dirige un laboratoire avec plein de personnes dans une université assez renommée, il dit... Donc à son collaborateur qui dit que la publication est contradictoire avec ce qui se fait, ce qui, selon le collaborateur, était gênant. Je vais citer le directeur, c'est un peu vulgaire, je m'excuse, ça reste acceptable, je pense. Au pire, on coupera ça au montage. Le directeur de dire « Mais non, on va foutre le bordel, c'est génial ». Donc là, mon opinion des scientifiques qui étaient toujours très honnêtes, très rigoureux, très respectueux des autres, que s'ils se trompaient, ils allaient humblement admettre qu'ils s'étaient trompés et être contents que la vérité y ait pu émerger, en a été un peu froissé. Alors après, en étudiant en éducation, j'ai eu l'occasion de réfléchir là-dessus. En fait, finalement, les scientifiques sont des gens comme les autres, avec une certaine méthode de travail, une rigueur certes, mais en fait, le premier péché, c'est les scientifiques, et le premier péché, à peu près, c'est tout le monde. On parle des fois, ah oui, c'est pas tellement... Oui, il peut y avoir des conflits d'intérêts, mais ils sont obligés de les citer. En fait... Mais il y a des êtres humains qui ont des égos aussi là-dedans. Exactement, tu m'ôtes les mots de la bouche. Oh, je m'excuse. C'était même pas dans tes notes, j'ai juste deviné dans ta Mais nous pensée. sommes égaux là-dessus. Ah, bravo. Voilà, merci de me donner l'occasion de faire le troisième jeu de mots. En fait, souvent, c'est ça, dans les discussions, ce qui va faire parfois que le savoir va mettre du temps à avancer, qu'il y aura des discussions assez intenses ou assez longues, c'est des conflits d'ego, d'orgueil, de personnes
personnes qui veulent pas admettre... carrière, Exactement, de renommée d'université, qui voudront pas admettre que eux aient tort, ou que leur équipe est tort, que leur université est tort, que leur pays est tort. Ne serait-ce que pour les éléments du tableau périodique, moi qui étudie en chimie, il y a le nom de certains éléments, notamment les derniers éléments qui ont été découverts ou synthétisés en laboratoire, a été issu de compromis. Il a fallu un nom allemand, un nom russe pour pas déplaire aux Russes, un nom américain, californium pour la... Oh oui, fait que c'est une recherche de consensus qui est assez longue, mais qui généralement est rarement médiatisée. Fait que toutes ces confrontations, ces divisions au sein de la communauté, habituellement, elles sont passées sous silence. Il n'y a que les personnes qui sont dans le monde de la recherche qui les connaissent. Et ce qui s'est passé avec la pandémie, c'est que ces divisions... Alors, ça commençait un petit peu avant sur certains sujets controversés, les OGM, etc. Mais avec la pandémie, ces discussions qui étaient en vase clos, ce qui faisait que quand l'information sortait, le savoir sortait, il avait l'air très sûr, très consolidé, d'où peut-être le scientisme, ont été diffusés devant le grand public. On a lavé notre linge sale sur la place publique. Là. Exactement. Puis je pense que les médias aussi, enfin même tout le monde, on a une certaine responsabilité parce qu'on voulait tout savoir alors qu'on ne savait pas. Je pense que ça aussi, problème d'ego, on ne voulait pas admettre, le dire, je ne sais pas, on va attendre, on va laisser les chercheurs travailler. Pourquoi les médias poussaient les scientifiques à parler? Parce que le public, nous autres, on voulait des réponses. Au lieu d'admettre, on est devant l'inconnu, nous en tant que croyants, remettons-nous-en à Dieu, acceptons qu'on ne sait pas, appliquons le principe de précaution. Nous, on voulait des réponses tout de suite. Et on a eu des réponses, on a eu trop, un peu dans tous les sens, et trop, c'est un peu comme pas assez. Mais donc, on peut dire que la politique influe dans la science, mais qu'il y a aussi dans la science du politique. Oui, dans le sens où la politique, c'est la vie de la cité. Et il y a un côté, des fois, de négociation aussi dans la science. Oui, il y a des arguments rationnels, c'est certain, qui vont influer la prise de décision pour trouver ce consensus. Mais des fois, c'est sûr que la renommée d'un chercheur, la renommée d'une université va pouvoir aussi influencer. Et ça peut arriver quand une nouvelle découverte, qu'elle ne soit pas acceptée tout de suite parce que la communauté n'est pas prête à changer ce qu'on dirait de paradigme. Quand Einstein est arrivé, ses recherches n'ont pas été acceptées tout de suite parce qu'il révolutionnait la physique. Ça a fini par s'imposer, mais il y a eu des débats assez intenses pendant quelques années. Peut-être pour régler ça, il faudrait faire une espèce de Big Brother là, de scientifiques là, pour justement vulgariser ou démocratiser ce qui se passe dans les labos. Là, on met une caméra là, dans le laboratoire, puis on voit comment les gens discutent entre eux autres. Non, non mais ça pourrait être intéressant. Une télé-réalité de scientifiques. Parce que moi, c'est un peu ce qui m'a découragé. Enfin, il n'y a pas que ça. Il y a le côté aussi que le fait que la recherche, surtout en sciences, est assez individuelle. Et moi, vous voyez, je suis quelqu'un d'extraverti, assez social, donc je me suis dirigé ailleurs. Mais finalement, aussi, ça m'avait un peu découragé. Ça avait un peu brisé l'image que j'avais des scientifiques. Alors attention, je ne suis pas du tout en train de dire, parce que là, on pourrait tomber dans l'excès inverse et se dire la science n'a pas toutes les réponses, ils ne sont pas d'accord, la science ne sert à rien, etc. Attention. Et peut-être que la déception qu'on a eue par rapport à la science vient justement du fait qu'on l'avait érigée comme une religion qu'on l'avait idolâtrée. Et quand on s'est rendu compte qu'elle n'avait pas toutes les réponses, on jette le bébé avec l'eau du bain. Exactement. Puis c'est drôle, c'est que je viens de réaliser mon questionnement par rapport à la science est arrivé en même temps que mon questionnement de foi. C'est peut-être pas par hasard. Donc moi, c'est ça qui m'avait un peu déçu, c'est de voir que finalement, parfois, il y a des savoirs qui ne seraient pas forcément, forcément adoptés tout de suite. Pas pour des raisons de validité, genre de raisons raisonnables, mais des raisons de personnalité. Alors, Romain, on a vu qu'il y a deux axes ou deux pôles, là, le déni de la science et à l'inverse, le scientisme. Peut-être que pour se recentrer avec un juste regard sur la science, il faudrait aller voir c'est quoi le rôle de la science, ses avantages et ses limites. Oui, alors excellente question. C'est une bonne question aujourd'hui. Tu vois, tu t'es bien rattrapé. Parce que justement, faut reconnaître que la science a d'énormes avantages. Donc là, oui, elle a des limites, mais elle a un énorme caractère prédictif. La chimie, par exemple, le but de la chimie, c'est d'écrire et prédire les transformations de la matière. Et avec la chimie, on peut prédire énormément de choses qui permettent de faire des médicaments, des parfums, la chimie alimentaire, etc. On peut faire énormément de choses. La science décrit, elle explique le monde de manière cohérente, organisée. Puis si la NASA peut envoyer une sonde pour aller percuter un astéroïde, c'est grâce à ça aussi. Donc la science a un certain rôle, mais les limites, d'une part, c'est qu'on ne sait pas tout. Il faut être, comme disait Socrate, je ne vais pas aller jusqu'à dire tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, mais il faut avoir l'humilité d'admettre qu'on ne sait pas tout. Et ce n'est pas parce qu'on ne sait pas tout de suite que la science ne sert à rien. D'ailleurs, si on savait tout, il n'y aurait plus de science, on arrêterait de faire la recherche. James? Je reviens à quelque chose que tu disais au début de ta chronique. Là, tu parlais souvent que les gens ont un rapport presque de religion en disant « je crois en la science ». Mais les scientifiques eux-mêmes ne peuvent pas... ils s'appuient, comme tu dis, sur des données, mais dont eux n'ont pas fait l'expérience. Donc, il y a toujours un élément de foi. Ou de confiance. Il y a un élément de confiance, Il y a un élément foi au sens de croire dans les propos de quelqu'un d'autre. Là, oui, il y a une relation de confiance comme...
Quand tu prends l'avion, tu fais confiance que le pilote n'a pas falsifié son diplôme, Puis- par exemple. Il en a ton avis de tous les jours, finalement. C'est la même chose pour la population générale. Oui. On écoute ce que les scientifiques nous disent, mais on n'a pas fait Les études, ouais. les études. Ouais. Il faut pas essayer de refaire les études à leur place, parce que s'il y a des longues études, c'est pas pour rien. Mais ça, le savoir prend du temps à se construire, donc il faut admettre qu'on peut pas tout savoir tout de suite. Et il faut se rappeler que la science, elle va dire le comment, elle va dire où, elle va dire le quand, mais pas le pourquoi. Pour ceux qui ont fait le parcours alpha, vous avez l'analogie du gâteau. Si on me donne un gâteau, un scientifique va pouvoir dire quand il a été fait, comment il a été fait, où il a été fait, qu'est-ce qui constitue le gâteau, mais il pourra jamais dire le pourquoi. Et il dira pas non plus, le scientifique ne pourra pas dire si c'est bien ou si c'est mal de manger ce gâteau. Ça, c'est l'éthique qui pourra nous le dire, la philosophie, nous qui sommes croyants, la Bible, la religion, mais on ne dira pas si c'est bien ou mal. Et Einstein s'était posé la question quand il avait fait ses recherches en physique nucléaire, est-ce que je dois publier mes résultats, sachant qu'ils peuvent permettre à l'armée américaine de développer l'arme atomique. La science ne disait pas si c'était bien ou mal de faire une arme atomique, c'était aux politiques, donc il y a un rôle politique en la science. Et je vais me permettre de citer deux personnages très importants. D'abord Rabelais qui disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Donc l'importance de la conscience. Et un personnage encore plus célèbre, en fait il est probablement plus connu que Rabelais, Ian Malcolm, pour ceux qui ont écouté le Parc Jurassique. Alors là je vous renvoie au premier Parc Jurassique, je pense qu'il avait 7-8 ans quand il est sorti. Si tu m'avais pas dit c'était qui, là, j'aurais pas su. Ian Malcolm, c'est Ouais. qui ce gars-là? Donc c'est celui qui avait son blouson en cuir noir et tout ça, puis tu sais, qui est tout le temps un peu en train de critiquer, mais il dit des choses intéressantes parce que John Hammond, celui qui a donc créé le Jurassic Park, le Parc Jurassique, en français c'est Jurassic Park, Ah ouais, en bon français de France, il dit « Nos savants ont fait des choses que personne n'avait faites avant eux ». Et Ian Malcolm de répondre « Oui, mais vos savants, ils étaient si préoccupés par ce qu'ils pourraient faire qu'ils ne sont pas demandés s'ils en avaient le droit. Ou en fait, en anglais, si if they should, s'ils devaient le faire. Donc, la science permet de faire pas mal de choses, mais au niveau de la prise de décision, qu'est-ce qu'on fait de ce savoir-là ? Ça n'appartient plus à la science, ça appartient finalement à la politique ou à chaque individu. Et à l'inverse, pour pas tomber dans l'autre extrême, faut pas chercher de vérité scientifique dans la Bible. Mais là, pour ça, je vous renvoie à l'article d'Ariane Beauferret dans le numéro spécial sur la Genèse. Donc autant, il faut pas transformer la science en religion. La science a son rôle, mais il ne faut pas transformer la religion en science non plus. Et quand les deux sont en bonne coopération, ça donne des choses très intéressantes, ce qui fait qu'il y a beaucoup de scientifiques qui sont croyants. Il n'y a aucune contradiction entre les deux. Jean-Christophe? Ouais, tu trouves pas que, on dirait depuis 2 ans, avec la pandémie, il y avait toute la question de l'hésitation vaccinale. Tu sais, depuis de dire que si on démontrait au public que la science n'est pas 100% derrière une chose, ou, tu sais, qu'il y avait plus de discussion, disons, derrière une proposition, ça allait amener les gens à hésiter de se faire vacciner ou à hésiter de poser des gestes. Et on dirait que depuis 2 ans, cette idée-là de discours ou de débat, il a été comme occulté. C'est comme si la science déclare que ou la science dit que. Oui. Tu trouves pas que c'est problématique ou... Ouais, l'affaire, c'est qu'habituellement, quand les débats ont lieu sans qu'il y ait de pression du temps, donc souvent, c'est même dans des recherches appliquées, quand il n'y a pas de pression de temps, on peut avoir le temps de faire le débat entre porte close et après, quand ça sort, quand la décision a été prise de manière consensuelle. Alors, il y aura toujours des voix contradictoires, il ne faut pas chercher un consensus de 100%, mais c'est comme sur le changement climatique, il y a un consensus de 98%. Il ne faut pas aller se réfugier derrière le 2% qui dit le contraire. Si, mettons, on est malade et que le médecin dit « tu as 98% d'avoir telle maladie, je te propose tel médicament », la personne qui se réfugierait derrière « oui, mais j'ai 2% de chance de ne pas l'avoir », c'est son libre choix. Mais ce n'est pas très, très raisonnable, on s'entend. Là, l'affaire, c'est qu'il y avait une certaine pression du temps. Il y avait une pression du temps, fallait que ça sorte. Alors là, j'avoue qu'honnêtement, je n'ai pas de réponse absolue à cette question. Est-ce qu'il aurait fallu plus laisser moins exposer le débat sur la place publique, peut-être plus vulgariser. Il y a un enjeu de vulgarisation. C'est que des fois, les gens vont avoir un rapport de soumission à la science et justement vouloir imposer au lieu de vouloir expliquer. Les gens sont pas bêtes. Quand on discute, quand on explique, on peut convaincre les gens. Et peut-être que sous la pression du temps, on a manqué cette étape de conviction. On s'est dit, il faut faire ça, faites-nous confiance. Mais la confiance se construit. Donc peut-être justement qu'en prenant le temps de convaincre et d'expliquer, puis on peut vulgariser. Sûr que c'est tout un défi quand on a atteint un niveau maîtrise, doctorat, d'arriver à expliquer à des gens qui n'ont pas forcément une culture scientifique parce qu'ils n'ont juste pas étudié là-dedans. Puis on ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde ait fait un bac en chimie. Donc peut-être que ce qui a manqué, effectivement, c'est cette vulgarisation. Et on manque de gens qui vulgarisent bien la science. Et une personne que j'admire, c'est Boukardiouf. Il est vraiment génial. Pour moi, c'est vraiment le parcours de moi qui suis migrant, de l'immigrant modèle. Et lui, c'est un excellent vulgarisateur scientifique. Fait que si vous voulez lire un vulgarisateur, je vous recommande Boukardiouf qui fait des médias. Mais on manque de Boukardiouf. On a besoin de plus de Boukardiouf au Québec et dans le monde pour bien vulgariser la science et justement pour expliquer sans prendre les gens
pour des imbéciles en disant « fais-moi confiance, je suis scientifique », ni non plus en les bombardant de termes techniques qu'ils ne vont pas être capables de comprendre. Parce qu'il y en a qui pourraient abuser de termes techniques, de vernis lexical et mêler les gens. Donc oui, nous avons besoin de plus de vulgarisateurs. Et pour terminer, donc, faisons attention par rapport à la science, de ne pas devenir sciento-sceptique, mais de ne pas verser non plus dans le scientisme et de ne pas mélanger religion et science. Formidable. Romain Martini, je rappelle que tu es diplômé en chimie et nouveau chroniqueur à On n'est pas du monde. On va te réentendre sur la science, je pense. On a notre vulgarisateur scientifique. Ben ouais, c'est ça. On a notre Boucardiouf, nous autres. On n'est pas du monde. J'ai eu l'occasion de le croiser une fois quand je travaillais au Gros Théâtre, puis j'avais acheté un de ses bouquins. Non, vraiment, il est incroyable. Je suis même pas au 100e de Boucardiouf, je pense. Alors, mais merci quand même d'être avec nous et merci pour cette chronique. De rien. Vous êtes avec Antoine Malenfant à la barre d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre Blue World du chanteur montréalais Jesse McCormack. Depuis quelques années, on s'est presque habitué d'entendre parler de prostitution en termes de travail du sexe. Intention peut-être louable à l'origine de ce glissement sémantique de ne pas stigmatiser les femmes du milieu, mais pour les auteurs Martine B. Côté et Véronique Côté, c'est clairement une fausse bonne idée. Notre chroniqueuse Valérie Laflamme-Caron a lu leurs derniers ouvrages. Valérie, salut. Allô. Alors, c'est pas nouveau que tu t'intéresses à l'épineuse question de l'exploitation sexuelle. Ça fait partie de tes préoccupations depuis assez longtemps. Oui, en fait, depuis l'adolescence jusqu'au début de l'âge adulte, ça a comme constitué ma lubie parce que j'étais très choquée de l'influence croissante de la pornographie, puis je me suis mise à étudier la question. J'ai consacré mon projet de fin de baccalauréat en anthropologie. Je me suis même rendue en Thaïlande pour documenter le phénomène du tourisme sexuel et ça m'a complètement ravagée. Je me serais voulu une grande activiste comme Martine B. Côté, mais j'ai été incapable de poursuivre dans cette voie-là. Parce qu'on ne revient pas indemne de ce genre d'expérience-là. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que Véronique Côté disait au fil de ses recherches, de son enquête, finalement, sur le fait social de la prostitution. Elle a été, disons, moralement écorchée. Oui, vraiment. Puis elle va le répéter plusieurs fois. Elle va dire, entre autres, qu'elle a vieilli. Parce que pour écrire cette pièce qui a été commandée par le Théâtre Labordé, elle a fait une vraie recherche. Elle a travaillé avec des organismes. Elle a rencontré des survivantes de la prostitution. Mm-hmm. Et elle a découvert un univers là, qu'elle-même disait qu'elle ignorait volontairement. Pour elle, la prostitution, c'était quelque chose qui existait, mais auquel elle était un peu indifférente ou une distance respectueuse, peut-être. Mm-hmm. Là, c'était vraiment pas dans son univers. Puis une fois qu'on met le nez là-dedans, on se rend compte que c'est tellement
je veux pas dire généraliser, ce serait exagéré, là, mais même si on pense à la pornographie, ça, c'est quelque chose d'assez généralisé, là, donc qui a beaucoup plus d'influence dans nos vies que ce qu'on pense. Alors là, on parle d'auteurs au féminin, de livres qui ont été publiés dernièrement. De quoi il s'agit là? Il y a La paix des femmes, qui est une pièce de théâtre, et il y a aussi un essai qui a été publié chez Atelier 10, les deux chez la même maison d'édition. De quoi il s'agit? Donc, il y a la pièce qui s'appelle La paix des femmes, donc qui va être présentée à la Bordée au printemps. Et ça, c'est vraiment une pièce de théâtre de fiction qui met en scène différents personnages. C'est intéressant parce que pour moi, les personnages ressemblent un peu à la clientèle type d'un théâtre, si je peux dire. Là, il s'agit d'une gang de gens qui sont dans le milieu de l'enseignement et de la culture. Donc, une prof d'université. Des gens éduqués. Oui, vraiment à la fine pointe là, des tendances sociales et qui sont bien branchés et tout ça. Notamment Isabelle, qui est une professeure de littérature en études féministes, qui va avoir un dialogue avec une jeune fille qui va se présenter comme une ancienne étudiante, mais qui, en fin de compte, on va se rendre compte que c'est la sœur d'une ancienne étudiante qui est décédée suite à des activités de prostitution et où les autres personnages vont vivre différentes intrigues qui sont reliées aux industries du sexe. Donc, la pièce ne met pas en scène la réalité en tant que telle de la prostitution, mais nous amène à réfléchir sur l'impact des idées qui circulent à ce sujet-là. Elle met en scène les deux discours les plus dominants, disons, sur la prostitution. Celui d'un côté qui est plus de l'ordre de la déstigmatisation, de l'acceptation de ce travail-là comme un autre, de meilleures conditions de travail, entre autres pour les personnes qui travaillent dans ce milieu-là. C'est tout le discours des travailleuses du sexe, travailleuses et travailleurs du sexe. Et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle les abolitionnistes, qui sont incarnés, si je comprends bien, par ces deux personnages-là, d'Isabelle et d'Alice, c'est ça? Exactement. Isabelle, c'est vraiment quelqu'un qui est une leader dans la recherche féministe. Donc, elle a vraiment intégré ce discours-là comme quoi la prostitution, tant qu'elle est pratiquée par choix, c'est un travail comme un autre. Et au lieu de chercher à abolir cette pratique-là, on devrait plutôt donner des meilleures conditions de travail, si je peux dire. Donc, par exemple, au lieu de travailler dans la rue, jeune fille, pourquoi ne travailles-tu pas à l'hôtel? Donc, ça va être un peu ça le discours, mais on va aussi mettre... Il y a des organismes qui vont établir des listes des mauvais clients, ce qui est quand même important pour que les femmes puissent s'en protéger. Mais on n'aidera jamais les femmes à se sortir de la prostitution parce qu'on considère que c'est pas nécessairement... souhaitable, si je peux dire. Là. Et le discours abolitionniste va toujours voir la prostitution comme une violence faite aux femmes prostituées d'abord et aussi aux femmes en général. Donc, on va avoir d'autres façons d'intervenir, notamment en aidant les femmes à s'en sortir. Puis, si on regarde les deux modèles sociaux proposés par ces groupes-là, ben, le mouvement pro-travail du sexe est pour la décriminalisation complète de tous les intervenants qui sont dans ce commerce-là. Clients, proxénètes, personnes prostituées, tout ce monde-là serait décriminalisé selon cette approche-là du travail du sexe, entre guillemets. Exactement. Donc, un proxénète devient un entrepreneur comme un autre. Tandis que dans le modèle abolitionniste, seulement la femme prostituée ou l'homme ou l'enfant va être décriminalisé, ce qui lui permet d'aller chercher de l'aide, de recourir aux autorités sans être envoyé en prison. Ben ouais. Mais on va axer la répression sur les clients et les proxénètes. Est-ce qu'il y a des cas de figure dans le monde de ces deux approches-là, Valérie? Oui, pour le modèle abolitionniste, c'est vraiment tout ce qui est l'Europe nordique. Là-bas, dans la culture, c'est vraiment mal vu là, d'aller dans les bars de danseuses. C'est pas quelque chose qui est aussi répandu qu'ici. Même alors qu'en Espagne, en Allemagne, on pense aussi aux Pays-Bas, où on a complètement décriminalisé l'industrie. C'est vraiment rendu dans les mœurs. Là. C'est quelque chose qui est complètement banalisé. Ça a même favorisé l'explosion de cette demande-là, parce que ben, finalement, si c'est légal, pourquoi pas y aller? Il y a des gens qui s'y retrouvent qui ne seraient peut-être pas nécessairement allés. Tu disais un peu plus tôt, Valérie Laflamme-Caron, je rappelle que tu parles d'une pièce de théâtre intitulée La paix des femmes, qui va jouer à la Bordée bientôt, en tout cas avec les mesures, on ne sait pas trop, là, et qui a été écrite par Véronique Côté. Tu disais un peu plus tôt que la prostitution, c'est un enjeu pour les femmes qui la pratiquent, mais aussi pour toutes les femmes. Pourquoi tu dis ça? Bien, elle le dit bien dans la pièce. Toutes les femmes, éventuellement, pourraient être prostituables. Il suffit que tu te retrouves au mauvais endroit, au mauvais moment, ou même si on extrapole qu'il y a une guerre ou qu'on se retrouve dans un besoin économique de nécessité très important. La plupart des femmes y ont déjà pensé. Puis il y a beaucoup de femmes qui diraient oui,
pour nourrir mes enfants, j'irais me prostituer. Donc ça, c'est un premier élément. Toutes les femmes et les enfants et les hommes, mais surtout les femmes, sont éventuellement prostituables selon ce modèle-là. Mais ça a aussi un impact sur notre façon de concevoir les rapports hommes-femmes. James? On parle beaucoup de la prostitution des femmes, c'est sûr qu'elles sont majoritaires, là, mais est-ce qu'elle aborde la question de la prostitution chez les hommes aussi, parce qu'il y en a? Il y en a, mais c'est extrêmement minoritaire, là. Donc, c'est vraiment concentré sur la prostitution des femmes. Et au-delà de ça, elle va poser la question du prix du vivant. Donc, elle va parler de prostitution, mais aussi d'avortement forcé dans le cas de l'histoire, mais aussi d'achat et de dons d'ovules. Donc, on peut penser à la procréation assistée. Elle ne va pas parler des mères porteuses, là, mais ça l'évoque. Donc, c'est tout le rapport de l'industrie en général, l'effet du capitalisme sur le corps des femmes. La marchandisation du corps, finalement. Exact. Valérie, tu parlais du modèle abolitionniste qui vise à considérer la prostitution comme une exploitation, comme l'était, par exemple, l'esclavage à une certaine époque, et un modèle duquel il faudrait sortir à tout prix. Est-ce que les femmes... et de l'autre côté, on dit que les femmes le font par choix. Il y a même le concept d'agentivité. Elles sont des agentes libres dans tout ça, un peu comme des joueurs de hockey, échange d'équipe ou je sais pas trop. Mais c'est terrible. Mais en fin de compte, qu'est-ce que les femmes veulent? Est-ce qu'on a des données là-dessus? Est-ce qu'elles veulent sortir de la prostitution, celles qui la pratiquent, Valérie? Très majoritairement, oui. Et c'est toutes ces données-là qui ont servi l'écriture de la pièce que Véronique Côté va présenter dans l'essai Faire corps pour montrer que finalement, c'est quand même basé là, sur des données. Donc, on évalue là, entre 89 et 95 % les femmes qui souhaiteraient sortir des industries du sexe si elles en avaient l'occasion. Et quand elles vont y arriver, on estime en moyenne à 5,9 fois le nombre de fois que ça va prendre à être capable d'en sortir, un peu comme dans une relation de violence conjugale. On sait que c'est rare que la rupture est effective là, la première fois. Il va y avoir des allers-retours. Donc, c'est la même chose avec la prostitution. Donc, c'est extrêmement difficile. Là. C'est pas vrai qu'on s'en sort comme ça par simple volonté. D'ailleurs, je pense que l'auteur Véronique Côté citait Rose Dufour là, comme une de ses inspirations pour cette pièce-là. Et Rose Dufour, un de ses travaux comme anthropologue, ça a été de montrer que la prostitution, justement, émerge de tout un paquet de blessures, souvent qui viennent de l'enfance, entre autres de mauvaises expériences en lien avec la sexualité. Est-ce qu'elle... Tu as vu ça un peu dans son livre? Ou? Dans l'essai, oui, on va en parler. Puis l'essai est plus convenu. Moi, c'est ce qui m'a vraiment bouleversée. Là, puis j'écrivais à Antoine au fur et à mesure de ma lecture. J'ai lu ça en 2 heures un soir alors que j'étais ravagée par la salmonellose. Là, ça montre à quel point ça m'a comme accaparé cette lecture-là. Aucun lien entre les deux événements. Non. Puis c'est vraiment de voir dans la pièce comment elle ose vraiment frontalement critiquer ces idées-là parce qu'on revient aux facteurs qui produisent la prostitution. La sœur d'Alice, qui s'appelle Léa dans la pièce, c'était une jeune fille de bonne famille. Puis, elle a eu un conflit avec ses parents. Elle résidait à Montréal et elle voulait aller en études littéraires, en études féministes. Ses parents étaient contre. Et puis, bon, elle a décidé de vivre sa vie en autonomie parce qu'elle voulait plus rien leur demander pour vivre de façon indépendante. Et puis là, un moment où elle était dans un cours d'études féministes où on avait beaucoup parlé de l'agentivité des femmes. Puis, Alice va beaucoup... attaquer, finalement, le personnage d'Isabelle parce qu'elle va l'accuser de rendre la prostitution edgy. Qu'est-ce que tu veux dire par edgy? De rendre ça un peu comme à la mode. On présente les femmes dans les industries du sexe comme étant des femmes qui font de l'empowerment, qui se réapproprient leur corps. Libre, émancipée. Oui, exactement. C'est comme une façon de s'émanciper du capitalisme en commercialisant son propre corps. C'est vraiment vu comme une forme d'émancipation et d'empowerment. Et puis, c'est ça, elle va l'accuser, puis... Et puis, elle va lui dire, notamment, Isabelle lui répond « Ah, mais c'est l'abolitionnisme qui tue. » Puis elle va dire « Non. » Puis il y a vraiment cette idée-là, en fin de compte, si je résumerais, comme quoi la plupart des gens, pour eux, la prostitution, c'est une idée, alors que la prostitution, puis là, je reprends les termes de l'auteur, il faut le réfléchir comme étant le fait d'être pénétré plusieurs fois par jour par des pénis, mais aussi des objets. Puis c'est vraiment cette répétition-là dans le temps. Et Alice va avoir cette phrase-là qui m'a complètement choquée. Elle dit, il y a l'idée de la prostitution, mais il y a les mâchoires disloquées à force de faire des pipes. Donc, c'est extrêmement violent, mais ça renvoie vraiment la violence de cette pratique-là. Et elle va aussi dire, écoute, une fois que tu es dans la prostitution, féministe, pas féministe, si pour l'homme, il va jouir en te donnant des coups de pied dans le ventre, ben il va le faire.
Peu importe que tu sois là pour t'émanciper ou par obligation, en bout de ligne, ça importe peu. Il y a l'enjeu aussi, c'est assez troublant tout ça, mais s'il y a de l'agentivité, on parle d'être libre, pleinement conscient, consentant, alors que quand on regarde l'âge de l'entrée dans la prostitution, on n'est pas là du tout. Là. Oui, aussi, l'âge moyen au Canada, c'est 15 ans. Et puis, on a tout le temps cette idée-là comme quoi la prostitution, c'est correct tant que ça se fait entre deux adultes consentants. Mais c'est quoi, comme de 15, 16, 17 ans, c'est pas bien, mais à 18 ans, ça devient une bonne pratique. Donc, on a beaucoup de mensonges, beaucoup d'idées reçues, beaucoup de façons pour nous de lever le nez sur ce phénomène-là et surtout sur sa violence. Puis ça traverse toute l'idée de la pièce. Ça l'introduit, ça conclut la pièce. Cette idée comme quoi la violence, elle est partout, dans nos téléphones, entre autres. Puis là, il va numérer toutes sortes d'endroits, de lieux où se trouve la violence. Et puis, c'est vraiment une plongée dans une grande noirceur et on suit vraiment l'auteur dans cette plongée-là, puis on n'en ressort pas indemne, là. Donc, à défaut d'aller voir la pièce, je vous conseille vraiment de vous procurer le livre, donc publié chez Atelier 10, et qui, moi, au début, quand j'ai vu que ça sortait, j'étais un peu comme choquée. J'étais comme, ah non, ils vont publier un autre livre sur le travail du sexe, puis dire que la prostitution, c'est bien. Et puis finalement, c'était pas du tout le cas. Et d'une maison d'édition progressiste comme Atelier 10, là, ça m'a étonnée, mais ça m'a rassurée. C'est assez audacieux. Oui, puis c'est vraiment très bien, je pense, qu'une personne comme Véronique Côté ait l'audace de remettre ces idées-là au goût du jour, parce que pour l'avoir tenté il y a 10 ans dans mon petit milieu, on est toujours à ça, de se faire traiter d'antisexe, de ringard, d'ultra-conservateur, puis que dans le fond, c'est parce que nous, on juge, c'est parce que nous, on est putophobes. Ah. C'est même un terme maintenant dans les milieux féministes. Là, t'es putophobe, et Véronique Côté, elle s'est fait attaquer aussi de tous bords, de tous côtés. Là, donc, je salue son audace. Merci Valérie Laflamme-Caron pour ce tour d'horizon d'une question vraiment difficile mais nécessaire, celle de la prostitution et même de son abolition. C'est un peu l'idée qu'on retrouve dans la pièce de théâtre La paix des femmes, publiée chez Atelier 10 et bientôt présentée au Théâtre Labordé, on l'espère. Et ailleurs, on l'espère aussi. Et ailleurs aussi, peut-être. Et lié à ça, il y a un essai qui a été publié par la même auteure, accompagné cette fois de Martine Bécoté. Ça s'intitule Faire corps. Faire corps, toujours chez Atelier 10. Merci Valérie Laflamme-Caron. Merci à vous. J'enverrai une carte ou bien j'enverrai des pigeons. S'il est trop tard, ben ça me servira de leçon. Ah non, ah bon. Tous les pour le pardon. J'enverrai une carte ou bien j'enverrai des pigeons. S'il est trop tard, ben ça me servira de leçon. Ah non, ah bon. Tous les pour le pardon, je resterai le fantôme. Faisais un bail que j'étais rentré à la maison. On court après les highs sans jamais regarder au fond. Enterrer mon grand-père, ensuite embarquer dans l'avion. Rencontrer Lucifer, maintenant je serai bon garçon. Enjamber les feuilles, laisser traces sur le béton. Micro dans les mains, j'anguille résine sur le carton. Tison brûlant, j'en ai foutu partout sur mon blouson. J'enverrai une carte ou bien j'enverrai des pigeons. S'il est trop tard, ben ça me servira de leçon. Ah non, ah bon. Tous les pour les parents. J'enverrai une carte ou bien j'enverrai des pigeons. S'il est trop tard, ben ça me servira de leçon. Ah non, ah bon. Tous les pour les parents, je resterai le fantôme. Nomade maintenant, mode de vie normal. Mossade parfois les couleurs du voyage. La tournée altère le sens de la morale. Baisse-lève parfois s'apparente au mirage. À quand la dernière fois, dernier rattrapage? Les représailles me font peur, mais j'ai quel âge? Assume que t'es parti, après on n'en parle plus. Oh, reste qu'à laisser aller. Laisse aller le postier, pas si go réclamer. Par ici les papiers, repêcher les vues que j'ai lâchées. Salutations soignées, sentiments distingués. J'enverrai une carte ou bien j'enverrai des pigeons. S'il est trop tard, mais ça me servira de leçon. Ah non, ah bon. Tous les pour le pardon.
C'est toujours Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre la pièce Pigeon de Vincent Roberge, alias Les Louanges. S'il est une question difficile ces jours-ci dans l'Église, c'est bien celle de l'interdiction par décret ministériel pas l'interdiction, l'introduction, c'est pas pareil, hein? L'introduction du passeport sanitaire dans les lieux de culte. Adjoint au secrétaire général à l'Union des Églises baptistes francophones du Canada. C'est long, ça, comme titre? Je sais. Les évangéliques, on aime ça, des grosses façades d'église. Aïe. Ouais, c'est ça. Jean-Christophe Jasmin, que vous venez d'entendre, signe ces jours-ci un texte sur le traitdunionverbe.com sur le sujet. Salut, Jean-Christophe. Salut, Antoine. Dans ta réflexion, tu soulignes que l'aspect légal, voire constitutionnel d'une telle mesure n'a peut-être pas été assez analysé. Toi, tu t'y penches à fond. Oui, c'est ça. C'est la grosse question, hein? C'est la question de la liberté de culte. Mm-hmm. C'est une liberté qui est reconnue dans la Charte canadienne des droits et libertés. Puis les chartes ne définissent pas les droits et libertés des gens, mais énumèrent, dans le fond. C'est-à-dire que c'est pas limitatif. Par défaut, on a tous les droits et libertés, mais en particulier ceux qui sont mentionnés. Et la première liberté qui est mentionnée dans la liste, c'est l'article 2, c'est la liberté de culte, qui est une liberté fondamentale. Toi, ça te passionne, ce sujet-là, parce que tu es un politologue aussi. Oui, aussi, c'est ça. J'ai tergiversé du ministère public au ministère chrétien. Mais oui, mon arrière-plan, c'est en théorie politique. Alors, tu es bien équipé pour discuter de ça. L'accès au lieu de culte, c'est un point, c'est une question névralgique dans l'histoire du passeport vaccinal. On a des droits, on a des devoirs, et tout ça, des fois, entre en compétition. Les droits entrent en compétition les uns avec les autres. On va y venir dans quelques instants. Peut-être, là, mettre la table en regardant c'est quoi le cadre légal dans lequel ça s'applique, ce passeport vaccinal-là. Il est question d'un état d'urgence sanitaire au Québec depuis plusieurs mois. C'est une toile de fond qui est pas négligeable là, dans ce qui nous arrive. Exactement. Il faut comprendre que ces justifications-là, ou comment mécaniquement ça se passe, le passeport vaccinal, c'est qu'on a une loi au Québec, la loi sur la santé publique, à l'intérieur de laquelle il y a des dispositions pour le décret de l'urgence sanitaire. Et donc, cette loi-là a été votée dans le passé, mise à jour par l'Assemblée nationale. Donc, c'est une loi qui est adoptée démocratiquement par la province de Québec, qui est responsable de la question de la santé publique. Et à l'intérieur de cette loi-là, il y a justement la possibilité, comment est-ce qu'on déclare l'urgence sanitaire. Puis une fois que l'urgence sanitaire est déclarée, comment le ministre de la Santé peut, par décret, donc c'est-à-dire sans passer par un processus judiciaire plus long, mais simplement par décret ministériel, agir de certaines façons, en limitant l'accès d'une certaine partie de la population à d'autres endroits, en forçant la vaccination, en embauchant du personnel ou en achetant des vaccins. Dans le fond, ça donne un pouvoir presque dictatorial, dans le sens où ce que le ministre dicte, puis tant que c'est dicté à l'intérieur du cadre de cette loi-là, ben ça se fait tout de suite. Mais on n'est pas pour autant en régime dictatorial parce que cette loi-là a été adoptée démocratiquement. Mais si je comprends bien, vu que les autres institutions, par exemple l'Assemblée nationale est mise sur pause présentement, va recommencer ses activités très bientôt, mais la façon de gouverner est par décret, donc assez direct, ou du moins sans intermédiaire ou sans long processus législatif habituel. C'est ça. C'est un état d'urgence ou un état d'exception. Je dis dictature, c'est pas dans le sens on est sous une dictature, mais vraiment, quand tu regardes dans l'histoire romaine, par exemple, sous la République, il y avait cette disposition-là qu'en temps de grande urgence, on pouvait nommer un dictateur qui était là temporairement pour défendre Rome de ses ennemis ou quoi que ce soit, mais c'était toujours temporaire et ultimement suspendu. Donc, c'est simplement, c'est un processus pour raccourcir le processus décisionnel. Puis c'est utile, c'est compréhensible en état d'urgence. Alors, si on revient à la question du cadre légal, il y en a qui pourraient dire c'est illégal, le passeport vaccinal, tout ça. Non, c'est clairement, ça s'inscrit dans la loi de la santé publique, donc on est en pleine légalité. Oui, c'est ça. On est à l'intérieur, c'est fait à l'intérieur d'un cadre légal. Et dans le fond, dans le premier article de la Charte canadienne des droits et libertés. Le premier article n'est pas à propos des droits et libertés, mais des circonstances dans lesquelles on peut limiter ces droits et libertés-là. Et une des
les nécessités, c'est que justement, ça soit fait à travers un cadre légal. Donc, François Legault ne pourrait pas dire à la SQ, on va fermer les églises parce que c'est moi le premier ministre. Ça, c'est pas fait dans un cadre légal. Mais un décret du ministre de la Santé qui ferme les lieux de culte, c'est fait à travers comme un appareil légal. Puis, c'est pas parce que c'est fait légalement qu'on peut nécessairement restreindre cette liberté-là. Mais si on veut restreindre cette liberté-là, il faut que ça soit fait à l'intérieur d'un cadre légal. OK. Alors là, si je te suis bien, il y a l'article 2 qui parle des libertés de culte, qui est une des libertés fondamentales, mais qui est, disons, qui peut être relativisée, cette liberté-là, en fonction d'autres éléments qui sont, ben, tu as parlé de la légalité, des règles de droit. Il y en a d'autres critères sur lesquels la Constitution, en fait, les juges de la Cour suprême ou la jurisprudence vont finir par trancher des cas. C'est quoi les critères qui leur permettent de juger de la constitutionnalité de tel dispositif? Oui, c'est ça. Le premier article de la Constitution reconnaît que même si c'est des droits fondamentaux, les droits individuels ou les droits des communautés ne sont pas des droits absolus qui peuvent écraser les droits des autres ou l'intérêt public. Donc, par exemple, ben, une crise sanitaire, il peut avoir une restriction pour l'intérêt public. On est dans une guerre, on est dans une crise environnementale ou quoi que ce soit, ben, il peut y avoir des suspensions temporaires de ces droits-là, mais il faut tout le temps que ça soit, c'est ça, ben, par l'intérêt public. Donc, la Cour, à travers le temps, a développé comme un test à travers le jugement. L'arrêt, en fait, c'est pas un jugement, c'est un arrêt de la Cour suprême, l'arrêt Oaks, qui dit, ben, premièrement, il faut que ça soit fait dans un cadre légal, comme je mentionnais plus tôt. Deuxièmement, il faut mesurer l'importance et la nécessité. Faut que ça soit impératif de suspendre ces libertés fondamentales-là. Et donc, bon, maintenant, la question, ça tombe un peu plus... C'est pas aller en cours encore, ces questions-là, pour la liberté de culte. Donc, tu es un juge et là, on se dit, bon, OK, ben là, il y a une suspension de l'accès... Dans le fond, le passeport vaccinal, ce qu'il fait, c'est qu'il prend une partie de la population qui a refusé de se faire vacciner pour différents motifs. Certains, ça peut être par motif de conscience. D'autres, ça peut être par accessibilité, par négligence, paresse, conviction, quoi que ce soit. Mais pour certains, il y a une opposition entre leur liberté de conscience et leur liberté de culte. Ouais. Tu choisis entre l'un et l'autre. Mais normalement, tu n'es pas supposé avoir à choisir entre tes droits. Là. C'est comme un buffet. C'est pas comme au resto où tu en choisis. Valérie? Juste une question pour préciser. On parle d'interdire la liberté de culte pour certains. Là, actuellement, s'il y a des messes qui sont célébrées à l'extérieur, les personnes non vaccinées, dans le cadre du décret, vont avoir accès à la messe quand même. Oui. Donc, messe ou office d'hiver, là. Comment? Messe ou autre office. Oui, ou autre office d'hiver. Donc, il y aurait peut-être une petite nuance à faire parce que si le culte est fait à l'extérieur... Oui, OK, oui, c'est ça. Et c'est là qu'on tombe un peu dans la question, dans la seconde question. Bon, la première question, c'est est-ce que c'est impératif? Bon, c'est sûr, si on a l'Ebola, c'est vraiment impératif. Si c'est la grippe à chaque hiver, ben là, tu dirais non, c'est pas aussi urgent. Là, maintenant, avec la COVID, on est plus proche de la grippe que l'Ebola, mais on n'est pas à la grippe non plus. Non. Donc, il y a quand même une justification. Maintenant, après ça, c'est la proportionnalité, exactement. C'est de dire, bon, attends, il y a une différence, là, de dire tu n'as pas le droit de pratiquer ta religion jamais, versus, ben, tu peux pratiquer ta religion, mais à l'extérieur. Tu peux la pratiquer, mais seulement à l'extérieur l'hiver au Québec, mais on n'a pas d'espace prévu pour ça. Et là, dans l'arrêt Loyola, qui est un arrêt de la Cour suprême qui est lié à la question de la liberté de culte, ben, il est mentionné que, justement, il y a tout ce qui porte une atteinte grave et sérieuse aux institutions qui promouvoient le culte ou la liberté de religion de quelqu'un. Dans le fond, c'est une chose de dire oui, tu as le droit de pratiquer ta religion si tu es catholique, mais si le gouvernement détruit tous les bâtiments, toutes les églises catholiques, ben, quelque part, c'est un peu mal commode. C'est un peu mal commode. Donc, quand il dit oui, tu peux pratiquer ta religion, mais dehors à -20, ben oui, techniquement, c'est vrai. Mais est-ce qu'il y a vraiment une proportionnalité entre le préjudice vécu puis le gain pour l'intérêt public? Bon, parlons-en de cette proportionnalité-là. Jean-Christophe Jasmin, il y a, la santé publique s'est penchée sur ça déjà, même avant l'imposition du passeport vaccinal. Il y a eu des avis qui ont été émis par les bonzes de la santé publique sur cette proportionnalité-là. Les gens vivent pas dans une bulle, là, étaient conscients qu'il y avait des enjeux constitutionnels, aussi des enjeux de liberté qui n'étaient pas à prendre à la légère. On voudrait dire oui. Par rapport aux il y a eu des avis écrits. Il y a eu un avis écrit, par exemple,
techniquement, est-ce que c'est un avis ou c'est une opinion, dans le sens que ça tombait un peu dans une catégorie où c'est consultatif, mais c'est pas, ça ne lie pas le gouvernement à cette décision-là. Par rapport à la question d'un passeport qu'on appelait immunitaire, ça c'était en mars 2021, où l'Institut national de la santé publique disait, bon, si les vaccins confèrent réellement une réduction de la transmissibilité de 90 %, et si c'est un passeport immunitaire, ça veut dire ça compte les vaccins et aussi les infections. Et si c'est limité à la liste des lieux qui ont été les premiers, donc les gyms, les bars, les restaurants. Donc, où il y a eu plus d'éclosions, par exemple. Il y a eu plus d'éclosions, parce qu'il y avait quand même un lien quand même démontré entre la transmission. Puis il disait, écoutez, c'est un précédent important, ça limite beaucoup la liberté des gens. On voit qu'il y a un léger avantage vers l'imposition d'un passeport vaccinal, mais cette question-là doit être vue, à la lumière des données sur l'effet sur la transmission, l'effet réel des vaccins sur la transmission, puis aussi la portée de l'application. Donc, si on pense que ça dépassait d'un fil où le comité d'éthique de l'INSPQ disait que c'est juste un petit peu plus... OK, mais la proportion, c'est quand même égal, mais ça penche un petit peu plus vers le passeport, on peut imaginer que si on lui redemandait son avis aujourd'hui, ça ne serait pas positif. Parce que la situation évolue assez vite. On a aussi des données qui s'accumulent. On parlait dans l'émission cette semaine de la science qui est comme cumulative. On a des briques qui s'ajoutent là, dans le portrait présentement. Les nouveaux variants interagissent aussi différemment. C'est intéressant parce que alors que la situation scientifique, disons, l'évolution des données scientifiques évolue dans un sens, on a l'impression que les mesures coercitives, elles, évoluent dans l'autre sens. Il y a un jeu politique qui se fait là, selon toi, Jean-Christophe? Oui, je crois que là, on tombe un peu... C'est ça le problème de la politisation de la science, à quelque part. Puis c'est là où on tombe, j'ai l'impression, dans un jeu, sur un terrain très dangereux. Parce que Macron qui disait emmerder, qui souhaitait emmerder les ou par exemple la question de dire au Québec on est quand même un des pays, je pense qu'on est un des pays au monde où on est le plus vacciné. On est, je pense, la juridiction au monde où il y a eu le plus de confinement ou de distanciation sociale. Et on a quand même comme une cinquième vague qui est importante. Et là, le gouvernement commence à dire c'est de la faute aux non-vaccinés. Et c'est vrai qu'il y a une proportion, on peut dire, en termes d'hospitalisation, sont surreprésentés par rapport à la population qu'ils sont. Maintenant, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que c'est hospitalisé avec la COVID ou à cause de la COVID, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a des non-vaccinés qui sont à l'hôpital, qui seraient à l'hôpital même s'ils étaient vaccinés, parce que il y a des vaccinés aussi qui sont hospitalisés. Et là, la comorbidité, des points comme ça qui font que, admettons que les non-vaccinés, les 7 % de non-vaccinés qui restent là, en haut de 18 ans ou quelque chose comme ça, augmentent le niveau d'hospitalisation de 200 lits. Est-ce que c'est ça qui est en train de faire effondrer le système de santé en ce moment? Et est-ce que ça justifie pour que le gouvernement du Québec dise, regardez, on va garder les magasins ouverts, mais on va fermer les lieux de culte. On va garder les services gouvernementaux ouverts, mais on ne laisse pas ouverts les services religieux. Parce que ça aussi, c'est une mauvaise compréhension de la place de l'Église ou des lieux de culte dans la société. Puis depuis le début, le gouvernement, moi je me souviens au tout début, comme tu l'as mentionné, je suis à une association d'églises évangéliques. Première conférence de presse, on se dit, qu'est-ce qui se passe avec les lieux de culte? Ouais. On parle des centres de trampoline. Je ne sais pas s'il y en a à Québec ici. Je pense qu'il y en a un à Laval ou quelque chose comme ça. Il y a plus de lieux de culte que de centres de trampoline. Mais les centres de trampoline, si je me permets, alimentent beaucoup les urgences. Là. Ils sont très dangereux. Oui, c'est ça. Juste en fermant ça, tu libères comme 10 mais là, tu sais, puis là, on se dit, coudonc, ils n'ont même pas mentionné les lieux de culte. Puis à plusieurs reprises, c'est comme, même la dernière fois, c'était François Legault passe en anglais, puis il dit, oui, j'y pense, les lieux de culte. Et donc, et même, il y avait un débat quand on rouvrait les espaces de dire, vous ouvrez les salles de spectacle. Nous, on est comme une salle de spectacle, on n'est pas comme un bar, mais on n'est ni une salle de spectacle, ni un bar, un lieu de culte. C'est un service public non gouvernemental. Valérie, rapidement. Oui, parce que pour moi, c'est une chose de voir à quel point le gouvernement comprend mal, en fait, ce que c'est que l'importance de la dimension spirituelle dans la vie des gens, puis avec les différents projets entourant la laïcité qui
promu. Bon, moi, ça m'étonne pas. J'aurais été curieuse de t'entendre sur la réaction des communautés religieuses, parce qu'eux comprennent bien leur rôle. Oui, c'est ça. Ben, c'est sûr, nous, dans le milieu évangélique, on est une communauté, c'est très axé sur une paroisse locale, si on veut. On croit beaucoup dans l'Église locale. Et nous, je suis à Lavaltrie dans une implantation. Puis depuis 2 semaines, on se réunit dehors depuis la fermeture des lieux de culte. Donc, pour nous, c'est vraiment important d'essayer de persévérer. Maintenant, la grosse question, c'est maintenant que les lieux de culte vont rouvrir au début du mois de février, qu'est-ce qu'on fait pour la partie de notre Église, qui est à peu près la même chose que dans les milieux séculiers, là, c'est-à-dire 10 5 des gens qui ne sont pas vaccinés. Est-ce qu'on dit, arrangez-vous? Ah, vous n'êtes pas un repère de complotistes, les croyants? Là... il peut y en avoir, mais non, on n'est pas un repère de complotistes. C'est sûr que, quand ils disent les non-vaccinés, certaines communautés ont des raisons historiques d'être plus méfiantes par rapport à l'État. C'est sûr, comme l'historique protestante en Amérique du Nord, c'est de fuir l'État et la persécution. Donc, il y a quand même une plus grosse méfiance, j'imagine, envers l'État. Mais non, c'est la même proportion. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit, on va séparer le corps de Christ? Est-ce qu'on va séparer l'Église pour être soumis aux autorités? Ou est-ce qu'on va tous se rendre un peu plus inconfortables, mais conserver l'intégrité de l'Église, de la paroisse? C'est une question à laquelle vont être confrontés beaucoup de paroisses, peu importe la dénomination. Est-ce qu'on fait une gang en dedans, une gang dehors, tout le monde dehors, ou juste en dedans, puis ceux qui sont dehors, tant pis pour eux. Iront magasiner. Non, là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Ouais, c'est ça. Ceux qui veulent poursuivre la réflexion peuvent lire ton texte qu'on publie ces jours-ci sur le-verbe.com. Merci beaucoup, Jean-Christophe Jasmin, d'avoir brossé ce portrait de la situation, de la liberté des lieux de culte, mais aussi en lien avec l'imposition du passeport vaccinal dans ces lieux-là. Ça reste à suivre. Il y a aussi une pétition en ligne. Oui, il y a une pétition en ligne. Vous allez sur change.org, change.org/liberté de culte, pas d'accent. Vous pouvez signer une pétition. C'est vraiment pour la suspension du décret du passeport vaccinal dans les lieux de culte. C'est pas contre le vaccin. C'est pas contre le vaccin, c'est pas contre les mesures en général. On rentre pas dans les chicanes de ci, de ça. C'est vraiment par rapport aux lieux de culte. Merci beaucoup, Jean-Christophe. C'est tout pour cette semaine, mais avant de se quitter, Valérie a une petite suggestion culturelle à nous mettre sous la dent. Oui, la série balado documentaire Sugar Baby, pire idée de ma vie, qu'on trouve sur l'application audio de Radio-Canada, où on suit la descente aux enfers d'une jeune fille qui a été attirée par le glam de ce qu'on présentait comme étant un choix légitime comme un autre et qui finalement a été vraiment happée par des prédateurs jusqu'à finir dans un hôtel de Montréal, etc., etc. Très glauque, très choquant à écouter. Donc, Sugar Baby, pire idée de ma vie. Une solide désillusion de ce qu'on pourrait penser être le milieu glamour de la prostitution de luxe. Hein. On est dans la déconstruction de cette idée-là. Tout à fait. Merci beaucoup, Valérie. Merci aussi aux 2 chroniqueurs qui étaient avec nous aujourd'hui. Romain Martini, Jean-Christophe Jasmin, merci à James Langlois et Marc-Antoine Baudette à la technique. Vous pouvez en tout temps réécouter ou partager cette émission via votre application de balado-diffusion préférée. Tous les détails se retrouvent sur le-verbe.com/radio. Je remercie aussi la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission dont n'est pas du monde.